Bonjour. Bon, Paris sous le choc ce matin. Le Louvre, Carrément. le musée du Louvre a été la cible d'un cambriolage, mais spectaculaire. Ah oui, spectaculaire, c'est le mot. L'audace est assez incroyable. Les infos arrivent de partout, hein, la télé, les ministres qui parlent, et même des témoignages. Assez dingue. Donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça aujourd'hui. Oui, voir ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Comment c'est possible au Louvre? Et qu'est-ce que ça implique finalement? Alors, pour les faits, ça s'est passé tôt, vers 9h30, juste après l'ouverture en fait. Ah oui, quand même. Il y avait déjà du monde. Ben, les visiteurs commençaient à entrer ou attendaient. C'est ça qui est fou. Et ça s'est passé Galerie d'Apollon, premier étage, côté Seine. Un endroit mythique. La galerie d'Apollon. D'accord. Alors essayons de constituer. On parle de scooter. Mais le truc le plus surprenant, c'est cette histoire de monte-charge. Oui, enfin, pas un monte-charge du musée, plutôt une camionnette avec une nacelle élévatrice, garée là, sur le quai François Mitterrand. Ah, donc pas un engin de chantier du Louvre. Ils l'ont amenée. Au début, on a pu croire ça avec les travaux. Mais non, un témoin clé dit bien qu'elle est arrivée pour eux, spécifiquement pour le vol. Incroyable. Ils amènent leur propre matériel pour grimper, quoi. Et pour passer inaperçus, les gilets jaunes. Exactement, certains ont porté, pour faire croire à des ouvriers dans la lumière du petit matin. Une ruse classique, mais bon. Efficace, apparemment. Et donc, avec la nacelle, hop, direct à la fenêtre du premier. Voilà, premier étage. Un témoin a même parlé de R+2, mais bon, ça peut correspondre à la hauteur de la galerie vue du quai. Et là, ils ont cassé la fenêtre. Comment? Disqueuse, barreau scié, on entend un peu tout. Les sources varient un peu. Disqueuse pour la vitre, peut-être des outils pour les barreaux, si on avait. Faudra voir ce que dit la police scientifique. Mais attendez, la vitesse, ça revient partout. C'est allé très très vite, non? Ah oui, c'est un point essentiel. Ça montre la préparation. France 24 parle de 7 minutes au total. 7 minutes. La ministre Rachida Dati, elle a dit sur TF1 presque 4 minutes pour l'entrée et le vol en eux-mêmes. 4 minutes. Et le témoin, celui qui a tout vu, il estime que pour rentrer par la fenêtre, 30 secondes. 30 secondes? C'est fulgurant. Fulgurant, oui. Quelle que soit la durée exacte, c'est une efficacité redoutable. Vraiment. On imagine la scène. Et la fuite aussi rapide organisée. Tout aussi organisé, ils redescendent par la nacelle, laissent la camionnette sur place, elle est en cours d'analyse d'ailleurs, D'accord. et ils filent en scooter, le long des quais, direction Bercy, puis l'autoroute A6 vers le sud. Et c'est là que la police les perd. Oui, sur la 6. Les premières équipes, alertées très vite, n'ont pas pu les suivre plus loin. Ils se sont volatilisés. Bon, et le butin, le cœur du problème. Ils n'ont pas pris n'importe quoi dans cette galerie. Ah non, loin de là. On parle des joyaux de la couronne de France, des pièces historiques. Napoléon Ier, l'impératrice Eugénie, diadèmes, broches, colliers. Des trucs qu'on voit dans les livres d'histoire. Exactement. C'est notre patrimoine, notre imaginaire collectif qui est touché là. La valeur est immense. Le nombre de pièces volées, ça flotte encore un peu, non? 9. 5 à 10. Oui, l'inventaire précis est sûrement en cours, mais les communications officielles confirment plusieurs pièces. Probablement entre 5 et 10. Ouais. C'est énorme, vu ce que c'est. Chaque pièce est un trésor. Les ministres, Nunez à l'intérieur, Dati à la culture, ils disent inestimable. On comprend pourquoi historiquement. Mais juste pour avoir une idée, la valeur matérielle, l'or, les pierres, ça représente quoi alors? C'est très difficile à chiffrer. Et les autorités ne veulent pas entrer là-dedans, ce qui se comprend. Parce que la valeur marchande, il n'y en a pas. Ces pièces ne sont pas sur le marché. Ah oui, c'est vrai. Leur valeur, c'est leur histoire, leur unicité. Bien sûr, l'or, les pierres, ça vaut cher, mais ce n'est qu'une petite partie de leur valeur en tant qu'objet historique. Si on les détruit, C'est le patrimoine qui prend un coup terrible. voilà, c'est ça le drame potentiel. Et il y a cette histoire de bijoux retrouvés. C'est confirmé? Oui, oui, Rachida Dati l'a confirmé. Une pièce, abîmée apparemment, qui aurait été perdue ou lâchée par les voleurs dans leur fuite. Peut-être dans la précipitation? Exactement. Certaines rumeurs parlaient d'une couronne, mais officiellement, c'est un bijou. Il est aux mains de la police scientifique. C'est un indice potentiellement crucial, bien sûr. ADN, empreinte. Revenons sur ce témoin dont vous parliez tout à l'heure, le cycliste. Il a l'air central dans l'histoire. Ah oui, absolument. Un certain Sami Antera, d'après LCI, il faisait son trajet habituel, tranquille, le long des quais, et il a tout vu. Incroyable. La camionnette qui arrive, la nacelle qui monte, les types, le bruit de la vitre qui casse, et le départ en trombe vers l'hôtel de ville, puis Bercy. Il a assisté au truc en direct. Et il a eu le réflexe d'appeler la police tout de suite.
Quelle présence d'esprit, hein. Tout à fait. Son appel au 17 était décisif pour lancer l'alerte très vite. Sans lui, ils auraient peut-être eu encore plus de marge. On imagine son état. Oui, les journalistes disaient qu'il avait la voix qui tremblait encore. Faut dire, voir ça, au Louvre, un dimanche matin, c'est surréaliste. Du coup, l'enquête, qui s'en occupe? Et il cherche quoi en priorité? Alors, vu l'affaire, c'est du lourd. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Et il a saisi 2 services d'élite de la PJ. Lesquels? La BRB, Brigade de répression du banditisme, les spécialistes du crime organisé, des équipes chevronnées. Et le CBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Eux, c'est l'expertise sur l'art, les réseaux internationaux. Logique. 2 angles complémentaires. Et les premières pistes concrètes? Il y a 2 grands axes pour l'instant. D'abord, la vidéo. Paris est truffé de caméras. Donc, ils épluchent tout pour retracer le scooter jusqu'à la 6, identifier le véhicule, même avec une fausse plaque, chercher des complices. Trouver le petit détail qui cloche. Exactement. Et le deuxième axe, c'est le scientifique. La camionnette, la fenêtre, le bijou retrouvé. Tout est analysé. ADN, empreinte, la moindre fibre. C'est crucial quand on a peu de témoins directs de l'acte lui-même. Et le profil des voleurs, ça se précise? On n'est pas chez les amateurs, là. Ah non, clairement pas. Le mode opératoire. L'audace d'attaquer le Louvre en plein jour. La planification évidente. Nunez a insisté sur les repérages nécessaires, le matériel spécifique comme la nacelle, la vitesse, la fuite maîtrisée. Tout ça, ça sent le grand banditisme. Des pros. Des gens qui savent ce qu'ils font, Voilà. qui ont préparé ça méticuleusement. Certains experts parlent même d'anciens militaires ou de spécialistes de ce genre d'opération quasi commando. Et ça pose la question, la complicité interne, non? Forcément. Comment ils savaient où frapper si précisément? C'est la grosse interrogation pour les enquêteurs, pour le Louvre. Comment ils savaient que cette fenêtre menait à la galerie d'Apollon? Est-ce qu'il y avait une faille de sécurité connue à cet endroit, à ce moment? Des infos sur les alarmes, sur les rondes? Difficile d'imaginer que ce soit juste de la chance. Très difficile. Donc oui, l'hypothèse d'une aide de l'intérieur, quelqu'un qui aurait donné des plans, des infos sur les points faibles, elle sera forcément étudiée de près. Ce qui nous amène directement à la question de la sécurité des musées en général. C'est pas un sujet neuf pour le Louvre? Non, hélas. France 24 rappelle les grèves passées, le personnel qui alertait déjà sur le manque d'effectifs, de moyens. Oui, je m'en souviens. Et Rachida Dati a été assez directe sur TF1. Elle a parlé de sujets anciens, de sous-investissement chronique depuis 40 ans dans la sécurité des musées français. Elle dit qu'il faut adapter la sécurité face à ce crime organisé qui vise le patrimoine. Elle a annoncé des choses? Des mesures? Elle a dit que la présidente du Louvre, Laurence Descartes, avait demandé un audit de sécurité complet au préfet de police il y a 2 ans. Ah oui! Et que les recommandations de cet audit sont arrivées il y a quelques mois. Leur mise en place avait commencé. Donc ce vol arrive en pleine transition, en quelque sorte, et puis il y a un nouveau plan de sûreté prévu dans le futur grand projet du Louvre. Mais ce cambriolage, il s'ajoute à d'autres vols récents dans des musées français, non? Ce n'est pas isolé. Exactement. Et c'est ça qui est inquiétant. On voit un schéma, peut-être, les pépites d'or au Muséum d'histoire naturelle, Oui. les céramiques chinoises à Limoges, les cadeaux de Chirac à Saran. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ne visent pas forcément le tableau le plus célèbre, la Joconde, quoi, mais plutôt des objets plus petits. Plus facile à emporter. Voilà. Mais avec une valeur énorme, historique, symbolique ou matérielle. Bijoux, or, objets précieux. Ça suggère une adaptation des criminels vers des biens à haute valeur ajoutée, mais plus discrets. Et peut-être plus facile à écouler via certains réseaux très fermés. Ça met aussi en lumière le dilemme, sécuriser à fond versus montrer les œuvres au public. C'est l'équilibre hyper compliqué, surtout dans des bâtiments anciens classés, comme le Louvre ou Limoges. Le directeur de Limoges expliquait que même les vitrines étaient classées. Difficile d'y mettre du blindage dernier cri, sont tout dénaturés. Je vois. Et pendant ce temps, des entreprises privées proposent leurs services, j'imagine? Oui, on voit ça aussi. Des boîtes spécialisées qui veulent aider à renforcer la sécurité du patrimoine. C'est un marché, forcément. Alors, la question à 1 million, ou plutôt inestimable, qu'est-ce qu'il va advenir de ces bijoux maintenant? Est-ce qu'on peut les revoir un jour sur le marché de l'art? Sur le marché légal? Impossible. Même parallèle, très très peu probable. Tous les experts sont d'accord. Ces pièces sont uniques, connues mondialement, répertoriées partout. Dans les bases de données de l'OCBC, etc. Voilà. Essayer de les vendre, même sous le manteau, ce serait beaucoup trop risqué. Un expert sur LCI parlait de pièces maudites, trop sulfureuses. Donc le risque majeur, c'est la destruction. Fondre l'or, démonter les pierres. C'est la grande crainte, la tragédie absolue. Transformer ça en simple matière première, ça anéantit leur valeur historique, artistique.
C'est ce qu'on craignait pour l'or du muséum. Et même financièrement, ce serait une perte énorme. Oui, un expert rappelait qu'un objet de luxe volé, ça se revend au mieux au tiers de sa valeur. Là, des pièces historiques transformées, ce serait encore moins. La provenance disparaît. Donc ce scénario de destruction, même pour des criminels, n'est pas si logique économiquement. Ce qui nous ramène à l'hypothèse de la commandie. Oui. Pour des objets aussi iconiques et invendables, c'est souvent la thèse privilégiée. L'idée qu'un collectionneur très riche, quelque part, veuille ces pièces-là, pour lui seul. Pour sa collection privée, secrète, Voilà. Et qu'il mandate une équipe de pros via des réseaux criminels pour faire le coup. des réseaux mafieux qui organisent tout de A à Z. C'est le schéma envisagé. Les réseaux s'occupent de la logistique, du recrutement, de la planification, de la livraison. Les voleurs touchent une grosse somme, mais rien à voir avec la valeur patrimoniale. Et les bijoux, ils disparaissent dans un coffre quelque part. À l'abri des regards. Pour toujours, peut-être. Ou jusqu'à un coup de chance de la police dans 10, 20, 30 ans. C'est déjà arrivé. Ça fait penser un peu au vol de la Joconde en 1911, non? Pas pour les mêmes raisons, mais l'idée de vouloir posséder l'objet. La comparaison est intéressante, oui. Perugia disait vouloir la rendre à l'Italie. Bon, ici, si c'est une commande, c'est plus le fantasme du collectionneur ultime. Posséder ce que personne d'autre ne peut avoir, même pas l'État. Un défi, une forme de pouvoir. Mais quelle satisfaction on peut tirer d'un trésor qu'on ne peut montrer à personne? C'est ça, la question. C'est une excellente question, en effet. Si on résume un peu notre discussion, on a eu ce cambriolage d'une audace folle au Louvre, des joyaux historiques envolés, une opération éclair qui montre les failles de sécurité face à un crime organisé de haut niveau. Bien renseigné, spécialisé, oui. Et puis, cet avenir très incertain pour les pièces, avec le scénario le plus probable et le plus triste pour nous tous, celui d'une commande privée qui les fait disparaître dans l'ombre. Pour toujours. Et cette question qui reste en suspens. Au-delà de la perte historique, artistique, qu'est-ce que ça dit, ce désir de possession secrète? Posséder un morceau d'histoire, mais devoir le cacher au monde entier. C'est assez fascinant comme motivation, non? Absolument. De quoi réfléchir bien après la fin de notre échange.